Bien, bonsoir à tous. Alors, je suis très Good evening. I'm delighted to be here with you tonight and to welcome Professor Alvin Goldman for his second lecture. He accepted the invitation from the Board of Professors of Collège de France, and on behalf of all the professors at Collège de France, I'd like to say that for us it's an honor to have him amongst us, and I'd like to award him the medal from Collège de France. Without further ado, over to Professor Goldman for his second conference on democracy and power. Thank you. Once again, I'd like to thank Professor Tiercelin and the Board of Professors for inviting me and for their hospitality here in Paris. Très bien, donc je vais aborder directement ma deuxième conférence, toujours à propos de l'épistémologie sociale. Dans ma première conférence, je vous ai proposé une taxonomie du domaine de l'épistémologie sociale, en tout cas telle que je la conçois, et que je représente ici en haut de ma diapositive en faisant en distinguant trois branches de l'épistémologie sociale. L'épistémologie sociale interpersonnelle, un individu tente de traiter de problèmes épistémologiques par rapport à la vérité d'une proposition donnée et va essayer d'obtenir l'opinion, le témoignage d'autrui. Cette épistémologie sociale interpersonnelle inclut, par exemple, la problématique de la croyance dans un témoignage ou ce que l'on appelle le désaccord entre pairs. Mais je ne suis pas rentré dans les détails à propos de cette branche de l'épistémologie sociale. Donc, dans ma première conférence, je me suis concentré sur la deuxième branche de l'épistémologie sociale, à savoir l'épistémologie sociale collective. Et là, vous avez la notion de groupe, quel qu'il soit, dont on pense, auquel on réfléchit en tant que groupe. Bien qu'il soit composé de membres, c'est le groupe qui a un état mental ou qui forme des jugements. Et donc, dans ce domaine, on va voir quelles sont les propriétés épistémologiques d'un groupe et comment elles sont en lien avec les propriétés et les croyances épistémologiques de ses membres. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la troisième branche de l'épistémologie sociale. C'est ce que j'appelle l'épistémologie sociale institutionnelle, que j'ai parfois appelée l'épistémologie sociale orientée système. Pourquoi? Parce qu'elle traite de l'étude de certains systèmes sociaux, mais pas en tant qu'agent groupe, plutôt en tant que systèmes qui peuvent être très influents, qui peuvent avoir des objectifs et qui peuvent influencer les propriétés épistémiques de ses membres. Donc la question va être, que sont ces systèmes sociaux et comment peuvent-ils jouer un rôle dans la connaissance ou l'absence de connaissance chez les membres qui font partie de ces systèmes sociaux? Très bien, donc toujours sur ma diapo, je dis que les systèmes que nous considérons et qui entrent dans le cadre de l'épistémologie sociale institutionnelle ne forment pas de croyances collectives, ou quand ils le font, ce n'est pas ce que nous allons étudier dans cette branche de l'épistémologie sociale. Nous allons en revanche évaluer ces systèmes et peut-être leurs caractéristiques institutionnelles pour deux raisons possibles. L'une peut être que leur objectif premier, l'objectif du système, est de promouvoir la connaissance ou les croyances vraies chez ses membres. Donc ce n'est pas leur propre connaissance, mais c'est la connaissance des membres que le système va essayer de promouvoir.
En deuxième lieu, leurs objectifs secondaires et non primaires est de promouvoir certains types de connaissances chez leurs membres, car ce type de connaissances est importante pour que le système lui-même puisse atteindre son objectif premier. Donc, dans cette proposition, l'objectif premier du système n'est pas de promouvoir la connaissance chez ses membres, mais néanmoins, on peut poser la question suivante. Est-ce qu'il ne va pas promouvoir la connaissance comme étant un moyen lui permettant d'atteindre son objectif premier, quel qu'il soit? Donc, je vais essayer d'illustrer cela et considérons par exemple des systèmes sociaux qui, on peut le supposer, détiennent une connaissance ou ont des objectifs épistémiques. Donc, nous allons parler de connaissances, de croyances vraies, et tout ça s'enchevêtre. Il y a de la connaissance quand on a une croyance vraie. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, prenons un type de système social. Par exemple, la science considérée comme un système social. La science moderne est une institution moderne, structurée dans différents pays dans le monde et qui est transnationale. Donc on peut supposer, et je le prends pour acquis, c'est de bon sens, que l'objectif de la science est de promouvoir la connaissance. Nous pourrions en débattre, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de la science au cours de cette conférence. Donc, si cette supposition est vraie, alors l'objectif de l'épistémologie sociale est de voir quelles sont les caractéristiques institutionnelles de la science qui vont peut-être lui permettre d'aider ses membres, les scientifiques, à acquérir une connaissance scientifique. Autre exemple, encore une fois, avant de quitter la science, je pars du principe que c'est là l'objectif premier et fondamental de la science. De la même manière, je dirais, et on peut évidemment en débattre, mais ce n'est pas l'objet de cette conférence, que l'objectif principal de l'éducation à tous les niveaux est de promouvoir la connaissance chez les élèves et étudiants. OK? Et si nous prenons un troisième système, notre système de justice pénale a pour objectif premier, en tout cas l'un de ses objectifs premiers, d'obtenir les faits et la vérité sur des incidents donnés et qui ont mené au procès. On pourrait également dire que le journalisme et que les médias ont également comme objectif premier la transmission de la connaissance et des croyances vraies. Alors, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, on peut en débattre. Mais maintenant, tournons-nous vers les systèmes politiques et la démocratie qui, bien entendu, vont faire l'objet de cette conférence. Ici, je dis, mais je pose cette question au débat, ceci étant, quand vous avez des objectifs premiers et secondaires, il peut y avoir des liens très étroits entre la démocratie et les systèmes politiques et la connaissance. Et ce qu'il convient de voir, c'est où se situent ces connexions. Est-ce que la démocratie a pour objectif premier et fondamental et est-elle efficace à atteindre ses objectifs épistémiques, comme par exemple promouvoir le système politique qui va jouer le rôle de révélateur de faits. Vous avez quelquefois des entités politiques qui vous disent ce que font des entités étrangères et tentent de parvenir à des conclusions. Donc là, ils agissent en tant que groupe, en tant qu'agent collectif. Mais je ne vais évidemment pas suivre cette voie. Donc, deuxièmement, est-ce que la démocratie peut dépendre pour l'atteinte de ses objectifs premiers du fait que ses citoyens détiennent une connaissance pertinente? Est-ce que c'est une caractéristique de la démocratie qu'elle aide ses citoyens à acquérir une connaissance, non pas parce que la connaissance soit son objectif premier ou principal, mais parce que la connaissance
peut aider cette organisation à atteindre son objectif premier, quel que puisse être cet objectif premier. Et c'est cette voie que je vais étudier avec vous. Donc, nous allons dire que la démocratie, en raison de ses objectifs, ce sur quoi je reviendrai tout à l'heure, est un système qui a soif de connaissances. Et la question maintenant est de savoir quelle institution va accompagner la démocratie afin d'apaiser ce que j'appelle la fin de connaissance, ou en tout cas ce qui devrait être une fin de connaissance. Donc, nous allons prendre le point de vue qui est relativement populaire dans certains cercles, en tout cas dans la littérature anglo-américaine qui traite de sciences politiques, à savoir l'approche épistémique de la démocratie. Les auteurs ont différentes significations pour l'épistémologie politique et nous n'allons pas parler de toutes ces définitions, donc je vais me baser sur une approche de base et faire quelques remarques critiques. Et le reste de ma conférence consistera à étudier une construction différente de l'objectif principal de la démocratie ou de la conception de la démocratie et ce qu'il y a de bien à ce propos. Et je vais vous montrer où se situe la connaissance par rapport à cette autre construction et c'est là que le mot pouvoir entre en jeu. Donc, la forme la plus pure de l'approche épistémique de la démocratie est inspirée par le théorème du jury de Condorcet. Le marquis de Condorcet, un grand personnage du siècle des Lumières en France et un très très grand mathématicien qui a inspiré et qui continue à inspirer de nombreux chercheurs jusqu'à aujourd'hui. Donc, conformément au théorème du jury de Condorcet, je vais rester dans les grandes lignes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le vote à la majorité sur des propositions factuelles, des propositions qui ont des valeurs de vérité au niveau de leur réponse ou des conditions d'exactitude, ont de fortes probabilités à produire de la part de la communauté des jugements corrects. Et donc, par hypothèse, plus le nombre d'électeurs augmente, plus la probabilité d'obtenir un jugement correct, tel que jugé par la majorité des personnes qui ont voté, va augmenter rapidement et va converger vers 1. Donc, c'est une formule mathématique, un théorème mathématique. Et dans la formule mathématique d'origine de Condorcet, il y avait quelques conditions à satisfaire, notamment première hypothèse, que chaque électeur, que tous les électeurs aient un certain niveau de compétence pour qu'il y ait une probabilité qu'ils aient raison. Donc, si le nombre est légèrement supérieur à 0,50, donc s'il y a un petit peu plus d'électeurs qui vont donner la bonne réponse, donc vous avez un vote majoritaire, et le vote majoritaire, c'est toujours plus vraisemblablement correct que le jugement d'un seul individu. Et deuxièmement, plus la taille du groupe d'électeurs augmente, plus on a tendance à ce que la majorité ait raison et que l'on tende vers 1. Donc, c'est une quasi-certitude pour des groupes très importants. Donc, c'est ça le principe de base du théorème. On part du principe que les électeurs sont compétents. Premier principe. Deuxième prérequis, c'est qu'il y a deux options dont l'une est objectivement correcte. Donc, vous avez des critères d'exactitude ou de vérité. Et troisièmement, il faut que les électeurs soient indépendants les uns des autres. Et c'est là-dessus que tous les chercheurs ont travaillé jusque dans les dernières années. Et certaines de ces conditions ont été un petit peu assouplies, de telle sorte que les électeurs n'ont pas besoin d'être tous compétents, n'ont pas besoin d'avoir le même niveau de compétences. On parle de compétences moyennes. Et certaines formes du théorème
ont été testés pour toutes ces variations. Bien entendu, je ne vais pas revenir là-dessus. Par ailleurs, la condition d'indépendance est importante. Il faut que les électeurs soient indépendants les uns des autres dans le théorème de Condorcet. Et donc maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que cela veut dire que l'indépendance. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs interprétations de cette notion d'indépendance? Ce sont là des domaines dans lesquels des découvertes récentes ont été faites et des travaux sont encore en cours. On a également essayé de voir comment interpréter le théorème du jury de Condorcet et comment l'assouplissement des conditions du théorème d'origine pouvait avoir un effet sur le théorème qui a des applications beaucoup plus larges. Et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà le contexte un petit peu général sur les travaux qui ont été faits du point de vue du théorème du jury de Condorcet. Et l'idée de base est qu'ici, vous avez une première forme du théorème, puis d'autres variations du théorème, dans lesquelles un grand groupe obtient de très bons résultats. La probabilité qu'il ait raison augmente et peut converger vers 1, même lorsque les niveaux de compétence des membres individuels n'a rien d'impressionnant, parce que la moyenne est supérieure à 0,50. Donc tout va bien. La communauté politique veut connaître la vérité, c'est quelque chose de très important pour la communauté politique, et l'on peut se dire qu'il s'agit là d'un moyen pour diriger la société, donc la communauté politique y attache une grande importance. Mais pour ce que je vais dire, c'est que cela ne permet pas d'interpréter la démocratie, ni ce que la démocratie peut faire pour nous. Et pourquoi est-ce que j'affirme cela? Eh bien, tout d'abord, le théorème de Condorcet n'établit pas de propriété d'atteinte de la vérité, ou même de probabilité d'atteinte de la vérité. Pourquoi? Parce que l'analyse mathématique qui sous-tend le théorème de Condorcet, tel que je viens de vous l'expliquer, sous-tend également une théorie inverse qui dit que si le niveau de compétence est inférieur à 0,5, même à 0,45, un jugement majoritaire est plus susceptible d'être incorrect que le vote d'un seul individu. Et du coup, on converge très vite vers 0 quand le groupe augmente et tend vers l'infini. Donc, vous avez là l'extrême opposé du théorème de Condorcet. Et la vérité mathématique est aussi vraie que lorsque l'on dit que chaque individu est compétent. Donc, d'un point de vue mathématique, on ne peut pas dire qu'il y ait une bonne caractéristique pour la démocratie du fait de cette forme inversée du théorème de Condorcet. De plus, il n'y a pas d'arguments a priori qui permettent de supposer la prévalence des compétences positives qui soient supérieures à 0,50 par opposition à l'incompétence. On peut espérer que cela soit vrai, mais tout va dépendre des questions dont on va parler. Et je ne pense pas que qui que ce soit puisse dire de manière empirique, car tout d'abord, qui peut dire exactement quelles sont les questions? Il y a tellement de questions qui sont posées. Donc, a priori, on peut dire qu'en général, il est plus vraisemblable que la moyenne des individus va être supérieure à 0,5 plutôt qu'inférieure à 0,5. Tout ça, ça ne nous amène pas très loin. Des auteurs précautionneux tels que List et Petit, Christian List, qui travaille à la London School of Economics, a beaucoup travaillé à ce sujet. Ils ont d'ailleurs publié un ouvrage il y a un an qui s'appelle Groups Agency et qui traite du théorème de Condorcet. Et je prends leur exemple parce que je connais bien leur travail, et ils ne disent pas que le théorème de Condorcet soutiennent la supériorité épistémique de la démocratie. Ils sont très prudents et écrivent dans un des chapitres, et je les cite, « Il peut y avoir des gains épistémiques pour la démocratie que d'utiliser le vote majoritaire. » Donc il peut y avoir des bénéfices par rapport à toute autre forme d'organisation du scrutin. D'un autre côté,
Et bien qu'ils disent cela avec beaucoup de prudence, ils disent que ils, ils ne disent pas qu'il puisse y avoir des pertes épistémiques, bien que ce soit vrai. Et ils disent, peut-être pense-t-on que le théorème de Condorcet mène à quelque chose, et ils utilisent la phrase, la forme inverse. C'est à eux que j'ai emprunté ces mots. Et il y a une tendance dans la littérature à donner de nombreux exemples du théorème du jury de Condorcet, ces exemples étant choisis de telle sorte que les personnes, les individus soient compétents. Et vous n'avez pas d'exemple d'incompétence. Donc ce ne sont que des exemples et les exemples ne prouvent rien. Donc je pense qu'il existe une tendance à penser que d'une manière ou d'une autre, d'un point de vue mathématique, cela fonctionne très bien. Alors que j'argue du fait que cela ne nous mène nulle part. Je pense que l'on peut douter. Et je vais faire une préface à ce que je vais dire dans le reste de ce cours. Quand je parle de la démocratie, ce qui m'intéresse, c'est la démocratie politique. Maintenant, je pense que la plupart des gens qui parlent de la démocratie pensent également démocratie politique. Mais l'on pourrait parler de procédure majoritaire et comme étant le cœur de la démocratie, on peut utiliser ces procédures majoritaires dans des contextes non politiques. Il y a de nombreux cas. Par exemple, vous pouvez avoir un comité universitaire qui doit prendre une décision quant à la nomination de tel ou tel au poste de professeur ou quant à la décision d'accorder une thèse de doctorat à tel ou tel étudiant et où les gens vont dire très bien, est-ce que cette personne mérite ce poste, mérite cette thèse? Ça, c'est un fait. Et nous allons voter de manière démocratique par un vote à la majorité. Toutes les décisions ne sont pas toujours à la majorité, mais là, nous allons partir de ce point de vue. Mais ça, ce n'est pas de la démocratie politique, quoique dans le système universitaire, il puisse y avoir un peu de politique impliquée. Mais par démocratie politique, souvent nous pensons à un État, à un gouvernement et à son système politique, et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Donc maintenant, je vais parler de ces entités et de ces institutions démocratiques qui opèrent pour ces entités. Et il n'est pas courant que les problèmes posés à ces entités aient à traiter de faits et d'options correctes ou incorrectes. Par exemple, quand un Parlement décide de décider de passer telle ou telle loi et de différents statuts, il ne parle pas de quoi que ce soit qui, de mon point de vue, est une valeur de vérité. Est-ce qu'une loi est quelque chose de vrai ou faux, de bien ou mal? Pour moi, ça pose un véritable problème. Bien entendu, de manière traditionnelle, on dit que tous les choix politiques doivent répondre à certains objectifs, à savoir l'atteinte du bien collectif, le bien de la population, etc. Mais pour d'autres, bien entendu, et il y a toute une histoire à ce sujet. Pour d'autres, cela pose problème et il faut savoir caractériser les choses. Et dans la littérature britannique, vous avez Kenneth Arrow et Riker en 82 qui, de différentes manières, ont mis à mal la possibilité de donner une caractéristique claire d'une telle notion. Donc, pour insister sur ce fait, les décisions politiques impliquent un choix entre des alternatives correctes et non correctes. Et ça, c'est quelque chose qui me rend très mal à l'aise. Certains auteurs vont peut-être essayer d'étudier cette voie, mais mon pessimisme naturel m'entraîne naturellement vers une direction différente. Néanmoins, si vous ne pensez pas que les décisions politiques soient généralement entraînent souvent des propositions, cela va avoir
cela va poser problème parce que cela pose la question de leur pertinence. Donc très bien. Je vais maintenant essayer de trouver ailleurs la valeur distinctive de la démocratie. Donc nous reprenons dès le départ. La démocratie se traduit souvent par le pouvoir par le peuple. Démos, le peuple, cratie ou kratos, se traduit souvent par la règle, mais dans une seconde racine, kratos veut également dire le pouvoir. Donc la démocratie, c'est en fait le pouvoir par le peuple. La démocratie, moralement, semble transmettre l'idée d'un système dans lequel c'est le peuple qui a le pouvoir entre ses mains. En tout cas, plus que dans d'autres systèmes tels que la monarchie, l'oligarchie, la dictature. En tout cas, c'est comme ça qu'historiquement et même de manière contemporaine, on comprend le mot. Mais cela implique également un degré substantiel d'égalité entre les individus au niveau de leurs droits et au niveau de leur pouvoir électoral. Donc, je vais définir la démocratie comme ayant ces associations et ces idées traditionnelles. Et bien entendu, je ne dis rien de nouveau ici, mais personne n'a envie de dire quoi que ce soit de très nouveau parce que tout le monde veut se mettre sur une base de compréhension de la démocratie et on n'a pas forcément envie de redéfinir totalement le mot. Donc, tout ceci vous est très familier, vous pourriez faire des objections, mais je pense que nous allons partir de cette base. Donc nous avons posé la démocratie et ses valeurs distinctives qui ne sont pas terriblement nouvelles, mais tout va bien. Maintenant, posons la question suivante. Qu'est-ce que le pouvoir et pourquoi les gens recherchent le pouvoir? Encore une fois, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais en bout de course, vous allez voir, je vais faire une structure qui va lier le pouvoir et la connaissance. Mais je vais vous demander de me suivre maintenant que je vais explorer cette voie. Donc, le pouvoir, c'est la capacité d'obtenir ce que l'on veut. Donc, c'est de pouvoir transformer ses désirs en réalité. Donc, le pouvoir, c'est, au sens philosophique, c'est la capacité à atteindre un objectif conscient et un objectif que l'on souhaite pouvoir atteindre. Donc je vais maintenant passer rapidement sur différents points, des points que j'ai beaucoup évoqués dans différents ouvrages et qui sont également repris par d'autres théoriciens de la politique, mais qui sont importants. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de les étudier ici en détail. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure correspond à ce que j'appelle le pouvoir individuel, c'est-à-dire que l'objectif d'une seule personne peut suffire pour obtenir un résultat. Mais le résultat, bien souvent, va dépendre de la volonté de nombreuses personnes. Et cela introduit l'idée d'une personne ayant un pouvoir de contribution, c'est-à-dire la capacité, il aura la capacité à atteindre son objectif si le désir et la volonté d'autres personnes sont conformes aux siens. Et là, vous avez des conditions de pouvoir, de possession de pouvoir, et là, on peut introduire des notions comparatives de la possession du pouvoir. On peut parler de Jones par rapport à Brown, par rapport à certaines problématiques. Et là, bien entendu, on pourrait en parler de manière exhaustive, mais nous n'en avons pas le temps. Donc, le pouvoir est quelque chose que l'on peut définir comme étant une instrumentalité. En d'autres termes, le pouvoir est une ressource, quelque chose que l'on peut utiliser pour atteindre un objectif, ou comme une collection de ressources. Donc, c'est un moyen pour obtenir ce que l'on veut, ce que l'on choisit ou ce que l'on pourrait choisir de vouloir. Donc, si c'est un moyen pour atteindre des objectifs,
Les individus sont tous à la recherche de moyens pour atteindre leurs désirs. Et c'est ce que font les gens, naturellement, c'est ce que font les individus. Et quand ces objets de désir sont des biens exclusifs et privés, eh bien, cela peut poser problème. Si une autre personne désire ce que vous désirez, si vous avez plus de pouvoir pour obtenir cet objet de votre désir que votre rival, eh bien, le fait d'avoir plus de moyens est essentiel pour que vous puissiez obtenir ce que vous souhaitez. Et ça, c'est en résonance avec ce que disait Tom Hobbes. Donc, il faut avoir plus de pouvoir ou pour le moins pas moins de pouvoir. C'est ce que nous souhaitons naturellement. Et ceci quand il y a raréfaction de l'objet du désir. Pour de nombreuses raisons, les sociétés mènent des actions collectives et bien souvent ont des objectifs sociaux spécifiés. Comment est-ce que ces entreprises doivent être organisées? Et comment doit être organisée l'action collective? Comment est-ce que le pouvoir de prise de décision doit être réparti? C'est une question fondamentale de tous les systèmes politiques. Le pouvoir, traditionnellement dans les monarchies, les autocraties, était le pouvoir dans les mains de très peu de personnes. En démocratie, vous avez la même quantité de pouvoir dans les mains de tous les citoyens. C'est une approche beaucoup plus moderne. Peut-être que chaque individu n'a pas autant de pouvoir qu'il le souhaiterait, mais cette société semble plus tolérable que les autres alternatives. Comme nous le verrons, il y a d'autres avantages quand d'autres conditions d'information sont satisfaites. Donc, voyons maintenant la démocratie telle qu'elle est représentée dans la plupart de nos pays occidentaux, à savoir la démocratie par représentation. Ce n'est pas un système politique parfaitement égalitaire, mais aucun système n'a jamais fait preuve d'une telle caractéristique. Le pouvoir de décision est entre les mains d'officiels choisis et nommés. Et là, on peut introduire des idées, on peut parler des questions de pouvoir en reconnaissant qu'il existe des différences, mais en voyant des perspectives et en donnant des qualifications. Par exemple, nous pouvons introduire une relation que nous allons appeler la relation de métapouvoir, où vous avez l'individu X qui va avoir du pouvoir vis-à-vis d'autres personnes qui n'ont pas ce pouvoir par rapport à la personne X et les affaires d'État. La relation de métapouvoir est la relation qui existe entre les élus et les électeurs. Les électeurs ont un métapouvoir par rapport aux élus. Ils ont le pouvoir de battre tel ou tel élu aux prochaines élections. Donc, ils ont un certain métapouvoir, un pouvoir indirect par rapport aux résultats de premier niveau que souhaite obtenir l'élu. Donc, c'est très intéressant pour défendre la notion que la démocratie représentative équilibre les pouvoirs. Mais cela ne montre pas que tous les citoyens aient des pouvoirs égaux à ceux des officiels. Donc là, il faut introduire les notions de domaine de pouvoir au sein du système politique. Donc les citoyens ordinaires peuvent avoir un pouvoir de premier ordre au niveau de base. Et c'est ce qu'on appelle le pouvoir de vote qui définit les limites du pouvoir des officiels, notamment des limites en temps. Néanmoins, il semble indéniable que dans des démocraties représentatives qui fonctionnent bien, le pouvoir des citoyens de base par rapport aux officiels est plus grand que dans les autocraties. Si nous comparons entre les systèmes, la démocratie reste le meilleur système pour aller dans le sens
d'une plus grande égalité des pouvoirs que les autres systèmes. Et bien entendu, l'enthousiasme mondial et international pour la démocratisation, et vous avez vu les printemps arabes qui en sont l'exemple le plus criant récemment, mais c'est comme cela que cette question est en général perçue, cette impression de partage des pouvoirs et qui est tout à fait partagée. Donc quand on parle d'égalité des pouvoirs dans le cadre d'une démocratie, c'est à entendre par contraste avec les systèmes traditionnels et alternatifs. Donc la démocratie peut être considérée comme étant conçue de manière idéale pour égaliser les pouvoirs. Et ceci nous donne une référence tout à fait utile pour mesurer les systèmes réels. Mais le reste de ma conférence va essayer de voir quels sont les facteurs qui sont pertinents pour que les démocraties réussissent. Et ce que j'entends par réussite d'une démocratie, pour l'instant, je n'ai pas abordé ce thème. Je vais y arriver. Et nous n'allons pas tout utiliser comme critère de succès d'une démocratie, mais nous allons essayer de voir ce à quoi aspire une démocratie. Et nous allons essayer de distinguer un sens de la réussite d'une démocratie. Il est assez difficile de montrer quoi que ce soit dans ce terrain, mais je vais vous demander votre patience. Donc, maintenant, pour le reste de ma présentation, je vais essayer de vous montrer l'importance de l'information ou de la connaissance dans une démocratie. La connaissance joue un rôle fondamental pour déterminer le type de réussite ou le type de valeur des démocraties. Cette relation que je vais vous présenter de manière relativement abstraite, mais vous allez voir très clairement quelles en sont les applications, peut nous donner un prototype de l'épistémologie sociale sur l'étude des systèmes sociaux, même si ces systèmes ne sont pas n'ont pas comme objectif, n'ont pas des objectifs épistémologiques intrinsèques, comme je le disais tout à l'heure. Vous avez d'autres systèmes tels que la science, l'éducation, qui ont des objectifs épistémiques intrinsèques. Donc je vais essayer de vous montrer quels sont ces objectifs intrinsèques et vous montrer comment la connaissance peut y contribuer. Très bien. Donc la source principale du pouvoir politique, au moins pour un citoyen ordinaire, va dépendre de son niveau de connaissance. Vraiment? Très bien. Donc maintenant, je vais essayer de vous illustrer cette idée. Je vais prendre un exemple d'un groupe de Brennan de 1993. Imaginons une république, un système politique dans laquelle se tiennent des élections. Et chaque élection est totalement juste et légale, avec des observateurs internationaux. Et pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est tout à fait juste? Parce qu'aucun électeur n'est intimidé, parce qu'on n'empêche jamais aucun électeur d'aller voter, parce qu'il n'y a pas de nom qui soit ajouté sur les listes d'électeurs, parce que les urnes ne sont pas bourrées. Bref, tout va bien. Ce système, néanmoins, présente une particularité, à savoir que bien que tous les électeurs peuvent faire un choix en abaissant un levier dans l'isoloir, et ce levier va enregistrer le vote pour tel ou tel candidat. Donc bien que toutes ces conditions soient vraies, il reste une spécificité. Sur ces leviers, il n'y a aucun nom d'associé. Donc chaque électeur va dans l'isoloir, prend l'un des leviers et va partir du principe qu'en tirant sur ce levier, il va voter pour tel ou tel candidat. Et je pars du principe que c'est vrai. En abaissant le levier, vous votez pour un candidat en particulier et toujours le même candidat. Mais vous n'avez aucune indication du candidat en question. Donc, en fait, l'électeur est dans le noir. En d'autres termes, l'électeur va voter à l'aveugle. Est-ce que vous avez là une procédure démocratique? Très clairement et intuitivement,
c'est une parodie de procédure démocratique. Ce n'est pas une manière d'établir une démocratie. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'un vote est totalement détruit, oblitéré, parce que le résultat de n'avoir aucun nom sur les leviers fait que l'électeur n'a aucune idée de la personne pour laquelle il vote en tirant sur tel ou tel levier. Donc on va juste prendre deux candidats hein, pour que notre exemple soit simple. Donc, vous vous dites, jusqu'à ce que je vous donne cette particularité du système, vous auriez très bien pu me dire, eh bien, chaque électeur qui se rend dans l'isoloir a le pouvoir de contribuer à hauteur d'un vote pour choisir et faire élire son candidat. Mais la question est, ont-ils ce pouvoir? Je dirais qu'il y a un sens du pouvoir, mais ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas tout le pouvoir de le faire. Donc, je ne voulais pas illustrer sur la diapositive, mais nous pourrions introduire un sens épistémique du pouvoir, la connaissance de la chose pertinente, où on peut l'omettre et ça rend les choses encore plus compliquées. Vous avez des gens qui parlent d'une manière un jour et le lendemain d'une autre manière. Mais en supposant qu'on donne toutes les informations et qu'on ait la bonne étiquette et que vous sachiez ce qui va se passer en tirant le levier, eh bien, cet élément est absolument crucial pour que l'électeur puisse voter de manière correcte et élise tel ou tel candidat. Mais si vous voulez contribuer de manière positive en faveur de tel ou tel candidat et que vous le faites en votant un bulletin en tirant un levier et que vous êtes dans le noir et que vous n'avez aucun moyen de savoir ce que vous faites, vous ne pouvez pas, de manière, selon les probabilités, vous avez 50% de voter ce que vous souhaitez voter, mais vous avez également 50% de chance de voter pour le candidat que vous ne souhaitez pas voir en place. Donc, le droit de vote et le vote, en principe, doit permettre à l'électeur de faire élire son candidat de choix. Mais dans le cas que je viens de vous expliquer ou de vous illustrer, où les leviers ne sont pas identifiés, les électeurs n'ont pas le pouvoir de décider de quel candidat ils vont soutenir par leur vote. Donc, tout ceci est important. Le pouvoir, c'est la capacité d'obtenir un désir. Et cette capacité est absente ici. En général, le pouvoir requiert des connaissances. Le fait d'empêcher la connaissance ou le fait d'induire une erreur oblitère le pouvoir. C'est typique. Autre exemple. Très bien. Donc, une fois encore, imaginons une république, un pays, où là, vous avez identification des leviers de vote dans les isoloirs. Cependant, le pouvoir en place, l'autocrate, désinforme systématiquement les citoyens sur les problématiques. Donc l'autocrate contrôle toutes les communications et toutes les ressources de communication, tous les médias dans le pays, mais on lui fait confiance néanmoins, vraisemblablement d'ailleurs parce que c'est l'autocrate qui contrôle tous les moyens de communication. Et les gens, les citoyens ont systématiquement des vues inexactes de ce qui serait fait si tel ou tel candidat était élu. Mais ils peuvent appuyer sur le bouton ou tirer le levier et voter pour la personne pour laquelle ils souhaitent voter. Mais est-ce que ce vote est informé? Eh bien non, encore une fois, ils sont dans le noir, désinformés par rapport aux effets que leur vote va avoir, parce que ils n'ont été informés que par les médias, et des médias qui sont contrôlés. Donc encore une fois, ce n'est pas un cas de pouvoir. Et la raison est là encore un manque de connaissances. Et ce qui est sans doute pire que d'être ignorant, c'est d'avoir des vues erronées, qui est sans doute pire que d'être ignorant. Bon, pour ceux d'entre vous qui est au courant de la décision de la Cour suprême contre Citizens United aux États-Unis,
et de la décision très controversée vont vraisemblablement considérer qu'il s'agit là d'une menace contre la liberté. C'est ce que pensent c'est ce que beaucoup d'Américains pensent, parce qu'il s'agit là d'informations contrôlées par de grandes entreprises. Mais je ne rentrerai pas dans le détail de cette affaire. Je vais donc arriver à la relation qui existe entre la démocratie et ce que je vais appeler la satisfaction des préférences. Là, on parle de la satisfaction des désirs, d'atteindre son désir, de réaliser son désir. Et c'est et qui va se caractériser par le niveau de pouvoir. Et le pouvoir sera la connaissance. Donc l'approche du pouvoir de la démocratie est une esquisse de la démocratie plus de la connaissance, qui peuvent déterminer des perspectives tout à fait favorables pour la satisfaction des désirs de la majorité des citoyens. Et pour moi, c'est une bonne démocratie. C'est ce que j'appelle une réussite que la démocratie est potentiellement capable d'atteindre. Donc, analysons cela maintenant, et cela constituera la dernière partie de ma conférence. Donc, l'idée générale, c'est que de grands nombres de citoyens qui ont un pouvoir de premier ordre et qui donc peuvent voter, quand cela n'est pas oblitéré par ce que je vous citais tout à l'heure, vont réussir à faire élire leur officiel, leur représentant préféré. Si leur préférence ne se base pas sur des erreurs par rapport aux candidats, et cela implique une deuxième capacité à satisfaire leurs préférences pour un résultat de type ordinaire. Ici, voilà une esquisse de ce dont je vais vous parler pendant la fin de ma présentation. Donc, je vais faire le lien entre la connaissance et le succès de la démocratie. Donc, pour le reste de notre discussion, considérons une élection entre deux candidats. Là, nous allons restreindre à deux candidats. Je sais que vous êtes bientôt, que vous allez bientôt élire votre président de la République. Je sais qu'il y a beaucoup de candidats, qu'il y a eu des primaires, etc. Mais je vais prendre un exemple plus simple. Et on peut faire des analyses très intéressantes, bien souvent, avec les exemples les plus simples. Donc, très bien, nous allons avoir les candidats C et C étoiles. Maintenant, si vous le voulez, vous pouvez dire Sarkozy et Hollande. Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les contextes électoraux ne font pas une proposition devant les électeurs pour leur donner leur valeur de vérité. Quand vous allez dans l'isoloir, vous allez voter pour un candidat. Quelle est la proposition sur laquelle vous allez vous prononcer? C'est un petit peu difficile de voir quelle est la proposition. On ne sait même pas s'il y a une proposition. Vous votez, vous allez agir pour donner votre voix à un candidat donné. Mais quelle est la proposition que vous affirmez? Y en a-t-il une? Très bien. Bon, on va jouer un petit peu avec ces concepts. Donc, rappelez-vous, je vous disais que ce qui n'allait pas avec le théorème de Condorcet, c'est que ça ne nous aide pas beaucoup, car normalement, quand vous avez une élection, vous ne votez pas sur une proposition avec une valeur de vérité déterminante, qui soit vraie ou fausse. Donc, je vais complètement laisser tomber cela, mais je vais introduire certaines propositions. Donc, très bien. Comme je vous le disais, quand vous votez pour élire quelqu'un ou que vous votez sur une proposition, c'est ce qu'on appelle les référendums. Aux États-Unis, on a des États qui ont mis en place des procédures référendaires. Donc vous allez voter pour dire oui à telle mesure, dire oui ou non d'ailleurs à telle mesure ou à telle loi. Et si vous votez sur des actions, sur une nouvelle loi à mettre en place. Mais dans tous les cas, tout ce que je vais dire peut être généralisé à ces cas. Mais pour l'instant, je vais me contenter de parler du vote pour élire un candidat à un poste donné. Donc, vous allez voter pour
décider de qui va occuper tel poste, c'est-à-dire président par exemple, ou un autre poste moins important. Chaque vote fait partie d'une action collective et je dirais que ce n'est pas l'expression d'une opinion qui aide à composer la croyance d'un groupe, comme pourrait le laisser penser la théorie de Condorcet. Néanmoins, chaque électeur peut associer naturellement son choix électoral à un facteur de questions, à des questions factuelles. Il existe certaines questions factuelles qui peuvent être des moyens naturels pour exprimer ce à quoi pense l'électeur quand il est dans l'isoloir. Et ceci se formule de la manière suivante. Lequel de ces deux candidats, Sarkozy, Hollande ou peu importe, s'il était élu, produirait une situation meilleure qui corresponde à mes désirs. Donc, petite explication. Je commence par un positionnement métaphysique. Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'adopter ce point de vue, mais je pense que c'est assez pratique. Donc, imaginons que le déterminisme soit vrai. Ce que cela veut dire, c'est que, en partant de l'état actuel, tout le reste s'ensuit par une séquence de lois naturelles. Mais que se passerait-il? Donc, si c'est vrai, vous avez un candidat précis qui va être élu. Mais vous pouvez poser la question, que se passerait-il si les choses allaient dans l'autre sens et si c'était l'autre candidat qui était élu? Donc, je vais poser l'hypothèse qu'il existe des faits par rapport à cette situation hypothétique. Et, bien entendu, nous n'avons aucune certitude, mais nous allons supposer que nous sommes dans une situation qui nous met à la place d'un analyste. Donc, sur tel point, que se passerait-il si tel candidat était élu? Et sur ce même point, que se passerait-il si tel autre candidat était élu? Bien entendu, différentes choses se passeraient. Et beaucoup de choses se passeraient différemment dans l'un ou l'autre cas. Il se passerait beaucoup de choses. Et beaucoup de choses seraient affectées par la personne qui va obtenir le poste de président. Et puis, vous aurez d'autres sujets qui seront affectés par des élus de second rang. Mais, donc, en d'autres termes, vous aurez beaucoup de résultats qui découleront de l'élection du candidat C, et alternativement, vous aurez beaucoup de résultats différents qui découleront de l'élection du candidat C étoile. Parlons maintenant de chacun de ces ensembles de résultats comme étant un ensemble de résultats. Les résultats peuvent avoir plusieurs dimensions. Par exemple, si vous parlez d'une élection présidentielle, par exemple... Attendez, je voudrais d'abord qualifier quelque chose. Bien entendu, que va-t-il se passer à l'avenir si telle personne occupe une fonction politique? Ce n'est pas simplement fonction de cette personne en question, parce que cette personne va être en interaction avec des milliards d'autres personnes dans son propre pays, dans des pays étrangers. Et si on parle d'un poste de président qui a des relations avec l'international, et également va être en interaction avec les forces de la nature, des choses qui se passent et qu'on ne peut pas prévoir, et que toute personne occupant le poste de président de la République devrait gérer si c'était cette personne qui était élue président de la République. Donc il y a de très nombreuses dimensions et de nombreux déterminants spécifiques des résultats. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'emploi, de la fiscalité, de l'économie, etc., etc. Donc, vous prenez tout ce qui pourrait se passer et on va l'appeler un ensemble de résultats associés à un candidat en particulier et tout ce qui pourrait se passer si l'autre candidat était élu. Donc, c'est un deuxième ensemble de résultats. Je vais également supposer que chaque électeur a implicitement une idée de ce qu'il cherche à atteindre suite à l'élection. Bien entendu, aucun électeur ne va pouvoir faire une liste exhaustive de tous les résultats dans un ensemble de résultats. Pour autant,
il va souhaiter que les choses prennent telle ou telle tournure sur tel ou tel axe. Il souhaite que cela aille dans telle direction. Donc chaque électeur a ses propres préférences et détermine en fonction de ses préférences ce que serait un bon ensemble de résultats. Donc imaginons, pour hypothèse, que l'on puisse dire, en posant des questions aux candidats, aux électeurs, quel serait leur classement hiérarchique des résultats. Et on va nous dire qu'ils ont un ordonnancement de leurs préférences. À la lumière de cela, nous allons revenir à la question de ces deux candidats. Quel est celui qui, s'il est élu, donnera une situation meilleure, telle que déterminée par un ensemble de résultats? Et de mon point de vue, et là je parle du point de vue de l'électeur, donc en fonction de mes préférences. Eh bien, quelles sont ces préférences? Eh bien, on peut avoir des différences tout à fait singulières en fonction de chaque électeur. Et pour des raisons analytiques, peu m'importe les préférences de l'électeur. Quelquefois, vous avez des gens qui ne s'intéressent qu'à ce qui leur arrive à eux, qui ne s'intéressent qu'à eux-mêmes et comment telle ou telle décision va avoir un impact sur leurs revenus à eux, sur la fiscalité qui les impacte eux, ou bien ça peut être des gens qui sont intéressés par le statut de leur pays à travers le monde. Bref, chaque électeur va avoir des préférences différentes. Et ces préférences vont être comprises de manière au sens très large. On ne va pas dire des préférences égoïstes ou altruistes. On va prendre de façon très large et on va admettre de façon très large que chaque électeur a ses préférences qui vont influencer son vote dans l'isoloir. Donc, avec ces préférences, la question reste, quel est des deux candidats celui qui va produire un ensemble de résultats qui, de mon point de vue, est meilleur que l'ensemble de résultats produits par l'autre candidat? Donc maintenant, prenons le point de vue du théoricien. Il est possible que ce type de question ait une réponse correcte. Je ne suis pas... En fait, la question est une question comparative. Lequel de ces deux candidats va produire un ensemble de résultats meilleurs que l'autre? Donc, dans la tête d'un électeur ordinaire, l'électeur n'a pas besoin de se poser cette question pour produire une hiérarchisation de ses préférences par rapport à un ensemble de résultats. Il n'a pas besoin de voir en détail l'ensemble des résultats, parce que de toute façon, qui peut deviner quel sera véritablement l'ensemble de résultats? Mais en revanche, selon mes préférences, est une phrase tout à fait importante. Et ça, c'est quelque chose que chaque électeur peut conceptualiser. Donc il est possible qu'il puisse trouver une réponse, qu'il relativise par rapport à une hiérarchisation de leurs préférences et qu'il soit en mesure de dire que tel candidat va produire des ensembles de résultats meilleurs que l'autre. Ou ils peuvent arriver à la conclusion que, eh bien, ma foi, l'ensemble des résultats sera très similaire, mais il y aura telle différence qui va permettre de réaliser d'atteindre les préférences de tel électeur et non pas de tel autre électeur. Donc c'est la raison pour laquelle je dis qu'il est tout à fait possible qu'il y ait deux réponses à cette question. Je vais donc donner un nom à cette question. Je vais l'appeler la question cœur de l'électeur. C'est-à-dire que pour chaque élection, par exemple en 2012, chez vous, si on oublie les primaires, vous avez une question cœur.
Mais ce n'est pas la même question que tous se posent. Et si je disais cela, je serais à l'encontre de ce que je vous disais tout à l'heure quand je disais qu'il y a des questions uniques qui ont des réponses toutes simples en vrai ou faux. Mais cette question centrale pour les lecteurs peut avoir des réponses en termes de valeur vrai ou faux, mais la question que pose chaque électeur est différente. Donc, si le professeur Tiercelin votait dans la même élection que moi, elle se poserait la question quel est le meilleur candidat par mes critères, selon mes préférences. Eh bien, ce serait selon ses propres préférences. Et si je votais dans la même élection, ce qui est peu probable parce que je ne suis pas français, mais la question que je poserais est lequel va produire les meilleurs résultats selon mes critères. Et du coup, les questions sont différentes puisque nous sommes deux personnes différentes et nous avons sans doute des préférences différentes. Donc, il n'est absolument pas garanti que la réponse de l'un soit équivalente à la réponse de l'autre. Très bien, prenons un exemple et une hypothèse. Et je vais mettre tout cela en chiffres tout à l'heure. Je vais donc maintenant vous montrer que quand l'électorat dans son ensemble satisfait à une certaine condition de connaissance par rapport à cette question clé centrale, alors le vote à la majorité entraîne une certaine réussite, un certain succès, orienté par les préférences. Donc supposons que s'il est élu, le candidat C, on va dire Sarkozy, va générer un ensemble de résultats. Et on va l'appeler le résultat 753. Et Hollande, candidat C étoile, va générer l'ensemble de résultats 928. Maintenant, le voteur V va préférer 753 à 928. Alors, le candidat C sera un meilleur candidat pour l'électeur V, compte tenu de notre hypothèse. Un meilleur comment? Eh bien, meilleur en fonction des critères de l'électeur V. Alors que l'électeur V étoile va préférer 928 par rapport à 753. Donc, pour le candidat C étoile, le deuxième candidat va être meilleur pour l'électeur V étoile. D'accord? Maintenant, supposons en outre que les gens votent toujours en fonction de leurs préférences. Et que chaque électeur va voter en fonction de la réponse qu'il croit avoir à sa question cœur. Et là, je dis croit. Ce n'est pas pense, c'est croit que tel candidat est meilleur que l'autre. Ce que j'entends par croit, c'est que c'est beaucoup plus vraisemblable et que le niveau de vraisemblance est supérieur à 0,50. Et c'est ce qui va déterminer que tel électeur va voter pour tel ou tel candidat. Donc, si V pense que C va, de son point de vue, donner de meilleurs résultats, il va voter C. S'il pense que c'est C star, et même s'il n'est que très peu convaincu que C étoile va lui donner un meilleur ensemble de résultats, il va voter pour C étoile. Et vous avez des électeurs qui, ne parvenant pas à faire la différence, ne vont pas aller voter. Les préférences peuvent être égoïstes ou altruistes, et la théorie est totalement neutre par rapport aux sources ou au contenu des préférences. On suppose que la réponse qu'obtient l'électeur est vraie. Alors on va dire que l'électeur a une connaissance des lecteurs. En utilisant le mot connaissance, je l'utilise au sens que je qualifie de faible. Je pense qu'il y a un sens de connaissance où le mot connaissance ne veut dire
que cela, croire en quelque chose de manière vraie. Mais si vous voulez reformuler tout cela, vous pouvez le faire en termes de croyances vraies et croyances fausses. Mais moi, je vais utiliser le mot connaissance. Donc, si vous croyez que la réponse à la question cœur de l'électeur est correcte, alors à ce moment-là, vous avez une connaissance pour cette question, pour cette élection dans ce scrutin. À d'autres moments, ce ne sera peut-être pas le cas, mais à ce moment-là, vous avez une connaissance d'électeur. Maintenant, si cette réponse est fausse, vous avez ce qu'on appelle une erreur d'électeur. Et donc, j'en arrive à ma conclusion tout à fait dramatique. Pour moi, si vous avez une connaissance très répandue, une connaissance des lecteurs, donc des croyances vraies, c'est ce que j'entends par le mot connaissance, et que ces croyances vraies, cette connaissance est largement partagée, et que c'est la réponse et la croyance par rapport à la préférence des électeurs, et que cela est très répandu au sein de l'électorat, alors nécessairement cela va donner de bons résultats démocratiques. Et j'ai dit nécessairement. Vous notez le mot nécessairement. Et je vais maintenant introduire une autre notion, à savoir la connaissance pleine et entière de l'électeur. Et là, ça n'a pas grand-chose à voir avec les préférences. Ça, quand je dis entier, c'est le pourcentage de l'électorat qui détient cette connaissance. Donc, vous pouvez avoir des situations où tous les électeurs ont une croyance par rapport à leur question-cœur. Mais dans cette connaissance pleine, la majorité des électeurs élisent le candidat qui va donner le meilleur ensemble de résultats pour eux. C'est une connaissance tout à fait triviale qui découle du fait que dans cette théorie de la connaissance entière de l'électeur, eh bien tous les électeurs pensent que tel candidat est meilleur. Et donc, celui qui va être élu à la majorité, c'est celui qui va rassembler ces scrutins qui va être élu à la majorité. Et là, évidemment, je ne fais que répéter des choses qui ont déjà été publiées. Quand je dis entier, cela ne tient que dans des cas tout à fait spécifiques dans lesquels chaque voteur a des croyances vraies par rapport à sa ou ses questions clés. Néanmoins, il reste une probabilité élevée que les membres de la majorité obtiennent la satisfaction de leurs désirs, alors que ceux qui n'ont pas de connaissances sont distribués de manière aléatoire. Donc quand vous avez une grande distribution, et si vous avez un fort pourcentage d'individus qui ont raison, alors il est fort probable que la majorité obtienne sa préférence et obtienne en résultat de l'élection l'ensemble de résultats qu'il favorise. Imaginez que vous ayez 10 électeurs, V1, V2, V3, jusque V7. Pour chacun de ces électeurs, de V1 à V7, c'est le candidat C qui est meilleur par rapport au candidat C étoile. Objectivement, si l'on part du principe des faits objectifs. Par exemple, si le candidat C est élu, il va produire tel ou tel ensemble de résultats qui sera meilleur pour chacun de ses électeurs V1 à V7. Et les trois autres, V8, V9 et V10, pensent que le candidat C étoile est un meilleur candidat que le candidat C, et ce pour chacun d'entre eux. Maintenant, si les 10 électeurs ont la croyance vraie de quel est le meilleur candidat, ils vont voter pour ce candidat, celui pour lequel ils pensent qu'il est meilleur. Et ils auront tous raison. Donc cela veut dire que 7 d'entre eux auront raison et 3 auront tort.
en partant du principe qu'ils croient tous dans la bonne réponse. Et bien dans ce cas, bien entendu, 7 personnes vont voter pour le candidat C et ce candidat va être élu à la majorité, mais cela veut simplement dire que l'hypothèse C est meilleure pour les 7 électeurs qui ont voté pour lui et qui vont obtenir comme résultat bien, les effets de l'ensemble de résultats produits par le candidat C dans ce type de situation. Et même s'ils n'avaient pas tous une connaissance des électeurs, il est toujours plus vraisemblable, selon l'hypothèse de la distribution, que cela suffise pour que la majorité obtienne le résultat choisi. Maintenant, si c'est la majorité des citoyens qui obtient ce qu'elle veut, c'est relativement bon. Est-ce que l'on veut que ce soit une minorité qui obtienne ce qu'elle veut? En tout cas, il est plus raisonnable pour un système politique que de se dire que, bien ma foi, il est préférable de satisfaire les désirs de la majorité d'une population, parce qu'il est toujours difficile de satisfaire les préférences de chaque individu. Mais c'est quand même pas mal de satisfaire les intérêts ou les préférences d'une majorité plutôt que d'une minorité. Maintenant, ça, c'est le résultat assez spectaculaire que l'on souhaite atteindre dans un système politique. Mais ce qu'il faut, c'est être en mesure de prouvoir que le système va garantir cela, même dans des conditions extrêmes. Et je pense que si l'on peut probabiliser ou si l'on peut garantir, si un système peut garantir que c'est la majorité qui va voir ses préférences réalisées, je pense que tout ceci est à mettre au crédit de la démocratie, et ce même quand on a un électorat très diversifié. Maintenant, ce concept n'assure pas que tous les desiderata politiques libéraux soient sauvegardés. Ça ne garantit rien du tout d'ailleurs. Donc, vous avez tout un ensemble d'autres choses que l'on peut souhaiter de la part d'un système politique, comme les droits de l'homme, la règle de droit, etc., qui sont garantis qui ne sont pas garantis par la démocratie en tant que telle. Et il ne faut pas s'attendre à ce que la démocratie à elle seule puisse assurer ces desiderata politiques. Vous avez certaines personnes qui ont tendance à penser que ça y est, on a la démocratie, donc tout va bien, et tous nos desiderata, tous nos souhaits sont satisfaits. Eh bien, modérons cela. La démocratie est certainement une bonne chose, mais n'apporte pas tout tout et ne répond pas à toute demande idéale. Donc, il est là tout à fait important de voir le rôle de l'épistémologie qui permet de distinguer qu'un système démocratique va permettre d'atteindre de bons résultats, même s'il ne permet pas d'atteindre la plénitude des résultats attendus. En tout cas, cela permet de répondre aux désirs et aux aspirations de la majorité. Donc maintenant, si vous êtes tous d'accord pour dire que on peut obtenir quelque chose de bien et qu'on peut l'obtenir de cette manière théorique, mais à la condition expresse que les électeurs aient une connaissance. Parce que si les électeurs sont dans le noir ou s'ils se trompent par rapport aux questions qu'ils se posent en tant qu'électeurs, à ce moment-là, on peut, et en fonction du nombre d'électeurs qui soient dans le noir ou qui n'aient pas les bonnes réponses à leurs questions, il se peut que ce soit la minorité qui obtienne la satisfaction de ses objectifs et de ses désirs.
Donc, ce que je voulais, c'était vous présenter la démocratie, qui n'est pas forcément le moyen d'atteindre la vérité et la connaissance, mais cela permet de promouvoir les préférences des citoyens en égalisant les pouvoirs, au moins dans le système d'une élection. Donc, tout ceci est valable lorsque c'est accompagné par une autre ressource de pouvoir, à savoir la connaissance pertinente. Et là, maintenant, on voit que la connaissance fait partie des ressources qui permettent d'atteindre le pouvoir. La connaissance des citoyens est une précondition d'une démocratie qui fonctionne bien. Ce n'est pas forcément une conséquence nécessaire des procédures démocratiques elles-mêmes, comme le disait le théorème du jury de Condorcet. Ceci nous amène à une grande question pour les épistémologistes, à savoir qu'une fois que l'on a reconnu l'importance pour être au pouvoir que les citoyens aient des connaissances, par exemple des connaissances qui leur permettent de répondre aux questions qu'ils se posent au moment des élections, et c'est là qu'il faut analyser ce qui est important et ce que les citoyens doivent savoir. Et cela cristallise la question de la connaissance pour les électeurs, et que ce soit une véritable connaissance et non pas une croyance de ce qui est vrai. Et tout ceci nous dit qu'il faut que les électeurs aient les bonnes croyances, parce qu'avoir les mauvaises croyances va aller à l'encontre de leur pouvoir. Donc la question maintenant est comment est-ce que cela peut se produire? Comment est-ce que les citoyens peuvent obtenir ou acquérir une telle connaissance? Et la question est quel est le mécanisme institutionnel qui est nécessaire dans une démocratie pour que le public puisse acquérir ces compétences et cette connaissance. Ceci est très important. Et on peut même aller jusqu'à dire que pour obtenir une démocratie de bonne qualité, ces mécanismes d'acquisition de connaissances sont absolument indispensables. Nous venons donc de soulever une question tout à fait essentielle en épistémologie sociale institutionnelle, qui sont suivies par d'autres questions. Par exemple, quelles institutions publiques ou privées vont permettre aux électeurs d'acquérir la connaissance dont je viens de vous dire combien elle était importante pour une démocratie de grande qualité. Et là, il y a différents exemples, et là, j'en ai toute une liste, et vous pourriez même contribuer vos propres exemples qui sont sans doute aussi bons que les miens. Vous allez dire la liberté d'expression. Ça, c'est absolument essentiel parce que c'est grâce à la liberté d'expression qu'on atteint la vérité. OK. Eh bien, nombre de philosophes dans l'histoire ont dit que la liberté d'expression doit être encouragée car cela tend à faire émerger la vérité. Et d'autres le voient comme un bien économique. Donc, c'est un petit peu douteux, je suis d'accord. Mais néanmoins, il peut y avoir un petit peu de vérité. Les institutions d'éducation, pour moi, ce sont un peu les équivalents d'institutions qui permettent la liberté d'expression. Donc, je devrais les inclure dans le même point. On peut également soulever des questions, et on est en temps de campagne électorale en France. Alors, je ne suis pas très au fait de vos pratiques de campagne électorale en France par opposition à ce que nous faisons aux États-Unis, où nous avons beaucoup de réglementations sur la pratique de la campagne électorale. Mais, par exemple, pour ce qui est des budgets électoraux aux États-Unis, sont bien supérieurs chez moi que chez vous, notamment à cause de la taille du pays, mais pour d'autres raisons également. Et du coup, le financement des campagnes électorales est un problème très important et qui peut entraîner soit l'éducation, soit la déséducation de l'électorat. Et c'est très important. Et puis, vous avez différents
organismes qui vont essayer à aider de manière objective les électeurs à comprendre ce qui est vrai et ce qui est faux dans ce qu'ils entendent dans les discours de campagne. Et vous avez les scientifiques politiques. J'ai parlé du travail de Fishkin, de Ackerman, qui ont beaucoup parlé de la valeur de la délibération, qui est un bien démocratique. Leur idée un peu différente de celle d'autres auteurs est que c'est par la délibération que l'on atteint la vérité. Je ne suis pas convaincu que toutes les délibérations mènent à la vérité, mais je suis d'accord pour dire que cela fait partie du possible, notamment dans les débats très politiques. Et c'est sur ces points que je vais vous quitter en vous laissant beaucoup de questions dans le domaine de l'épistémologie sociale institutionnelle. Et bien entendu, je n'ai fait qu'effleurer la surface de ce dernier point qui reste encore à explorer et qui permet de démontrer la pertinence de ce champ scientifique pour optimiser la valeur de la démocratie. Et nous savons que tout ceci ne sera possible que si la connaissance est présente et même maximisée. Je vous remercie pour votre attention.